tanto, agradecimiento muy sincero en nombre de todos los representantes de esta mesa redonda a los organizadores por este aliento intelectual tan necesario en la España, en la Francia y en la Europa en la que vivimos. Las personas que tengo el honor de que me acompañen en esta mesa redonda ya han sido, de hecho, presentadas por Domingo Sanfelipe, gran experto en el mundo energético, ha dicho implícitamente, pero todos lo sabemos. Vamos a comenzar con el hombre del cuarto poder, como así lo ha subrayado Domingo, con Jorge Rivera, director de uno de los principales diarios españoles, muy relevante en el ámbito económico de 5 días. Y sin más preámbulos, Domingo, Jorge, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Domingo, Vicente, muchísimas gracias por la invitación. Ya no sé si somos el cuarto poder, el quinto, el sexto, porque como cada vez parece que somos más pequeñitos, pero bueno, insisto, muchísimas gracias por darnos la voz a 5 días en mi persona y entiendo que el conjunto de la prensa española. Muy buenas tardes a todos. Creo que al final de esta jornada siempre quedan los mejores, o sea que muchas gracias por aguantar aquí, y espero que mis reflexiones, porque lo que yo quería trasladarles es una especie de decálogo. Yo tengo la manía de hacer cosas así con decálogos, etcétera, etcétera, para que sea más práctico y más abierto al debate posterior, ¿no? sobre lo que trato de exponer. Entonces, lo que quiero transmitirles a ustedes es un poco mis reflexiones sobre las consecuencias que ha tenido la crisis en la que ya llevamos 7, 8 años, depende cómo se contabilice, que lleva en camino de instalarlos en una década perdida. Decía, un poco las lecciones que podemos sacar de esto y un poco el modelo que yo creo que puede contribuir a que salgamos más rápido de esta situación y sobre todo para que pongamos las bases para un modelo económico más sólido y más solidario y más estable en un futuro. Muchas de las reflexiones que voy a hacer son del ámbito de la economía española, y otras traspasan ese ámbito y ese ámbito de la economía europea o mundial, aunque entiendo que la mayoría de ellas se pueden hacer extensibles al conjunto del mundo económico. En primer lugar, tengo unos slides, no sé si serían tan amables de pasármelo. Bueno, el punto primero, como verán ustedes ahora, es un mapa de España con un enorme ladrillo en el centro que un poco ejemplifica pues cuál es el origen y el principal detonante de los problemas en los que hemos atravesado en España durante un periodo de tiempo en el que, digamos, la bonanza económica se había instaurado en España. Todos los agentes económicos y sociales, el gobierno, la oposición, las entidades financieras y, como no, los medios de comunicación también, nos entretuvimos en loar las bonanzas de las inversiones inmobiliarias, cuando no nos estábamos dando cuenta, muchísimas gracias, de que eso nos llevaba al más absoluto de los desastres. Bien, eso llevó aparejado que perdimos el sentido de lo que había sido una de nuestras grandes fortalezas
durante muchas décadas, que era el valor de la industria. Simplemente no quiero dar muchos datos, pero me voy a apoyar en esta ocasión en un par de ellos. En la década de los 80, el 28% del PIB español provenía de la industria. En la actualidad, esa cifra ha bajado al 17%. Al 17%. Y otro dato significativo. En estos momentos, Alemania tiene el 28% del PIB en manos de la industria. Evidentemente hay una conclusión inmediata. Aquellas economías que han apostado por una industria, obviamente luego podemos entrar a valorar cómo es esta industria, pero una industria competitiva a un sector exterior exportador potente, han resistido mucho mejor que otros tipos de economías o que otros tipos de naciones los efectos de la crisis. Bien, entonces yo creo que el modelo al que debe aspirar España y que debe empezar a formarse a partir de la buena aplicación del gasto público, que es el origen o el leitmotiv de esta charla, tiene que tratar de recuperar los valores de la industria. Evidentemente no va a ser la industria de los años 80 del siglo pasado, tiene que ser una industria absolutamente distinta. Pero ¿cómo somos capaces o cómo debemos afrontar este reto de cambiar el modelo productivo? Pues yo creo que, en primer lugar, hay que tocar muchísimos puntos. El primero, sin lugar a dudas, es la educación. Pero una educación que empiece desde el colegio, o sea, desde que los chavales, sus hijos, empiezan a tener contacto con la educación, con los profesores, con la formación. En segundo lugar, y en un paso más avanzado, yo creo que es absolutamente fundamental la instauración de modelos de formación profesional y también universitaria mucho más ligados a la empresa. Recientemente, hace un poquito antes del periodo estival, tuve la ocasión de participar en una cumbre hispano-alemana con empresarios, políticos y periodistas, en la que abordábamos la formación dual que se ha instalado en Alemania y que es gran parte del éxito de la economía alemana. He de confesarles que salí con bastante envidia, ¿no?, de aquellas jornadas. Y el tercer punto aquí, obviamente, implicar muchísimo más a las universidades y a las empresas es absolutamente fundamental. Yo llevo casi 30 años informando de economía y en estos 30 años siempre me he preguntado por qué las empresas y las universidades siguen estando de espaldas, y es que siguen estando de espaldas. Es realmente urgente que ambos extremos o ambos componentes de la ecuación dejen de estar de espaldas y vuelvan y se pongan a mirar de frente para dar una formación, para dar un sentido a este nuevo modelo productivo que tanto anhelamos. Bueno, aquí hay otra de las claves y es las pequeñas y medianas empresas. La mayor parte del tejido empresarial, y no les digo nada nuevo con esto, del tejido productivo español son pequeñas y medianas empresas, posiblemente más del 90%. Y yo creo que esto, con ser a veces una fortaleza, también es una pequeña carencia o una gran carencia. Según se está moviendo ahora todas las corrientes económicas, según se mueve la producción a nivel mundial, cuanto más pequeño eres, más problemas tienes de sobrevivir o de ser productivo o de aportar al PIB de tu nación más de lo que realmente estás aportando, ¿no?
Pero es que eso se contrasta con que en España pasamos como en muchas otras cosas, aquí también pasamos de un extremo al otro. O sea, tenemos el 90% por ahí del sistema productivo en manos de pequeñísimas empresas y conviven con multinacionales del calado de Telefónica, de Santander o de BBVA. Con eso quiero decir que lo que se echa realmente de menos es una clase media empresarial. Y por eso yo creo que el esfuerzo, tanto teórico como práctico, de todos los agentes sociales, empezando por las políticas del Gobierno, deberían ir dirigidos a fomentar la creación de una serie de empresas de tamaño de clase media o clase media alta, podemos definirla, que digamos den una cierta estabilización al conjunto de la economía. No es que no las haya, yo siempre pongo algunos ejemplos de empresas como Gestamp o Antolín, etcétera, etcétera, que vienen a ejemplificar lo que yo quiero decir con esta slide. Empresas absolutamente bien gestionadas, que son ejemplares y que están presentes en todo el mundo con unas innovaciones tanto de gestión como tecnológicas e industriales dignas de mérito. Bien, los gestores. Yo creo que en paralelo a la creación de todos estos datos, de todos estos principios que he ido enumerando, es absolutamente fundamental un cambio en la mentalidad de los gestores. No se puede gestionar igual en la década de los 90 del siglo pasado que en nuestra década o en la que viene, básicamente porque entre medias lo que ha sucedido ha sido una auténtica revolución, la revolución tecnológica, que desde mi punto de vista es la revolución económica y social más importante de la que ha sucedido en nuestra historia y que ha venido a cambiar todo, desde las relaciones personales a las profesionales, a las económicas, y eso obviamente ha cambiado todo. Y para acomodarse de ello, yo creo que también tenemos que propugnar por un cambio en la manera de gestionar y en los profesionales que están al frente de las empresas. Subvenciones. Bien, yo tengo una particular aversión al uso indiscriminado de las subvenciones. Creo que son una herramienta que tiene que estar bien engrasada y que tiene que estar bien dirigida. Al margen de escándalos políticos que están ahora en todos los medios de comunicación, creo que una subvención mal controlada y mal distribuida es un cáncer para una empresa y para un proyecto. Lo cual no quiere decir que yo abogue por desterrar absolutamente las subvenciones. Creo que una parte del impulso de la política gubernamental, por ende del gasto público, debe ser una atinada política de subvenciones, pero dirigidas con sentido, dirigidas hacia el objetivo que nos hemos marcado con anterioridad. Bueno, y como estoy entre expertos en el tema energético, yo creo que es absolutamente fundamental que haya una política energética clara, pero no hablo ya a nivel español, que tenemos permítame la expresión coloquial, un Carajal notable, sino que a nivel europeo y a nivel mundial hay muchísimas incógnitas que despejar y evidentemente la energía es uno de los pilares de cualquier cambio de modelo productivo. Y igual algo parecido se puede decir de las infraestructuras, pero no solo de las infraestructuras tradicionales, de las carreteras, etcétera, etcétera. Estamos en el mundo de las nuevas tecnologías y todo aquello que nos haga ser más competitivos utilizando todas esas nuevas herramientas que se nos ofrecen hoy en día es absolutamente básico y absolutamente fundamental. Y todo ello pues debe estar enmarcado, evidentemente, en una Europa
fuerte, unidireccional, que sepa hacia dónde dirigirse y que concite todas las fortalezas de ese grupo de países que tanta historia han hecho y que tantas posibilidades tienen y que a la vez tan incierto tiene su futuro. Espero que estas pequeñas reflexiones hayan servido para que abramos un debate en el cual profundicemos algo más en estas pequeñas ideas que les ofrezco a todos ustedes. Muchísimas gracias y gracias por aguantar. Muchas gracias, Jorge. Has hecho además un buen repaso de todos los capítulos que deberían considerarse a tu juicio en lo que sería un nuevo modelo, que partimos en este caso de la presunción de que es necesario. Hay un modelo que reclamamos y en ese nuevo modelo hay distintos capítulos centrales que has ido analizando con detalle desde la industria hasta las tecnologías de la información y que desde luego servirán en buena medida para alimentar este debate. A continuación tomará la palabra el profesor Nicolas Bossu. Bienvenue aujourd'hui ce soir ici. C'est très agréable d'avoir un économiste, un académicien, un professeur avec un ouvrage relevant sur les sciences sociales et économiques. Creo que una de las cosas que faltan hoy es más capacidad por lo menos de presentación intelectual de los problemas que vive nuestra sociedad, no solo el apartado técnico, o tecnocrático incluso, sino intelectual. He tenido ocasión de entrar en alguno de tus trabajos y estoy seguro que la audiencia celebrará tus aportaciones. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais centrer mon propos sur la question de la dépense publique et de la façon dont, à mon avis, on peut essayer de réguler, de réduire la dépense publique en essayant en même temps de dynamiser la croissance, ce qui est quelque chose qui va sans doute un petit peu à l'encontre de ce que dit la théorie économique traditionnelle et en particulier la théorie économique keynésienne qui vous dit qu'au fond, quand vous diminuez la dépense publique, eh bien, vous avez au moins à court terme des effets négatifs sur la croissance économique. Et je pense que le rôle aujourd'hui justement de la politique économique, et je crois que ça vaut pour l'Espagne comme pour la France, d'ailleurs en réalité ça vaut pour l'ensemble des pays développés qui ont des soucis de finances publiques, eh bien c'est d'essayer de faire mentir ce théorème keynésien et de se dire au fond est-ce qu'il n'y a pas des moyens de diminuer la dépense publique en faisant en sorte que ce soit bon pour la croissance économique du secteur privé. Donc je vais utiliser les 10 minutes qui me sont imparties pour prendre un certain nombre d'exemples et pour prendre en particulier 3 exemples. L'exemple de l'éducation nationale, qui va faire écho à certaines choses que vous avez dites. La question des collectivités locales, ce que l'on appelle chez moi les régions et chez vous les communautés autonomes, et c'est un thème qui a été déjà évoqué ce matin. Et puis la question de la santé, et plus particulièrement celle de l'hôpital. Avant de commencer, je voudrais juste insister sur un point de contexte et qui cadre tout à fait avec ce que vous avez dit. Vous avez en ce moment dans les pays développés une thèse qui est en train de monter qu'on appelle la thèse de la longue stagnation. L'idée de cette thèse, c'est de dire au fond que nous arrivons à la fin du progrès technique, à la fin des gains de productivité, et donc des pays comme l'Espagne ou comme la France, des États comme l'État espagnol ou comme l'État français, devraient être gérés comme si eh bien, notre horizon, c'était la croissance économique zéro. Je pense que cette thèse est complètement fausse. Je crois très exactement l'inverse. Je pense que nous sommes au début d'un phénomène d'hypercroissance, ce qui est bien parce que nous avons des hyperdettes et des hyper-taux de chômage, mais ça va sans doute nécessiter des hyper-restructurations. Et c'est un peu ce que vous avez dit quand vous avez dit, au fond, la révolution technologique, elle change tout. Je suis entièrement d'accord avec vous, et je pense qu'en plus, on en est au début. Je crois que dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'information,
de tout ce qui relève des sciences du vivant, les biotechnologies. Nous en sommes en réalité au début. Et le grand défi pour des pays, grand défi macroéconomique pour des pays comme la France et l'Espagne, c'est justement d'attraper cette vague de croissance, de se réorganiser, de réorganiser les systèmes productifs pour essayer de se situer au-dessus de cette vague de croissance, au fond, et non pas en dessous de cette vague de croissance. Et je crois que la dépense publique peut y aider. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Prenons par exemple la question de l'éducation dont vous avez parlé. Et la question de l'éducation a été très travaillée par les économistes, et pas seulement d'ailleurs, ces dernières années. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de quasi-certitudes dans le domaine de l'éducation. On sait que le niveau d'éducation dans un pays est un déterminant absolument majeur de ce que l'on appelle sa croissance économique potentielle, c'est-à-dire ses perspectives de croissance à long terme. Et on sait en particulier que les deux moments en matière d'éducation qui sont importants, c'est le début et la fin, la jeune enfance et l'université. On sait très bien que le milieu est moins important. Et quand vous regardez les dépenses budgétaires affectées à l'éducation dans les pays développés, vous voyez qu'en réalité, on fait plutôt l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'avoir des dépenses qui est une courbe en U, beaucoup d'argent au début et beaucoup d'argent à la fin, et on a plutôt des courbes en N, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent au milieu. Et ça, on sait bien que c'est le moins efficace. Et donc on voit bien qu'à budget constant, on peut parfaitement réorienter des dépenses. Alors, pardonnez-moi, malheureusement, parce que c'est une vraie faiblesse, je connais moins bien le système éducatif espagnol que le système éducatif français, mais en France, on sait qu'on a des mécanismes de redoublement ou le bac qui sont des dispositifs qui coûtent très très cher avec des résultats qui n'apportent rien en réalité à la croissance économique du pays. Alors, on peut aller plus loin dans les réformes, on peut aller plus loin qu'une simple réallocation budgétaire, et c'est ce qu'a fait ces 10 dernières années un pays qui est très intéressant du point de vue de l'éducation, c'est le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on avait un véritable problème d'éducation qui se traduisait d'ailleurs par des problèmes de pauvreté très importants. Et il y a une dizaine d'années, le gouvernement travailliste a dit, eh bien au fond, notre système est un système trop centralisé, et donc nous allons donner l'autonomie aux établissements d'enseignement primaire, donc, et maternelle et primaire, donc je parle de la petite enfance, nous allons leur donner de l'autonomie. Les établissements qui veulent prendre leur autonomie pourront le faire, ils resteront dans le cadre du secteur public, donc ce sera toujours une école gratuite, financée par l'État, avec un système de financement par capitation, par nombre d'élèves, si vous préférez. Et donc on va leur donner ces budgets. Il faudra toujours passer des examens, donc ils restent dans le cœur du système. Mais en revanche, eh bien, les directeurs d'établissement reprennent leur autonomie en matière de programmes, en matière de gestion des ressources humaines, de recrutement, de rémunération des enseignants. Et ça a tellement bien fonctionné, ça a donné des résultats tellement positifs, que le gouvernement suivant, et ça c'est très intéressant, qui n'était pas de la même couleur politique, donc qui est le gouvernement actuel, le gouvernement britannique actuel, le gouvernement Cameron, a dit non seulement nous allons conserver cette réforme, mais nous allons même autoriser des enseignants et des parents à créer de nouvelles écoles. C'est un système qui ne vient pas du Royaume-Uni, c'est un système qui avait été expérimenté en Suède et dans certains États américains il y a maintenant plusieurs décennies. Et donc vous voyez que vous pouvez faire à l'État des gains de productivité très importants à budget constant. Tout ceci se fait à budget constant, vous ne dépensez pas plus en matière de finances publiques, mais en augmentant considérablement le niveau du système d'éducation, eh bien vous permettez à la croissance économique de faire des gains à long terme. Alors pas tout de suite, évidemment, ce type de réforme ne propose pas de solution immédiate au chômage des jeunes. C'est vraiment de la croissance à long terme. Mais je pense que c'est un sujet de réflexion qu'on peut avoir dans tous les pays développés. Deuxième exemple que je voudrais prendre, dont on a beaucoup parlé ce matin, est celui de la réforme des collectivités locales, alors des communautés autonomes ici et des régions chez nous. Au fond, ce que l'on voit, c'est que les pays qui se sont décentralisés de la façon la plus astucieuse en récupèrent les fruits sous forme de performance macroéconomique. Et sans doute la bonne organisation institutionnelle, c'est de faire en sorte
je schématise un peu, pardonnez-moi, mais c'est de faire en sorte que l'État soit responsable au fond des politiques keynésiennes de demande, c'est-à-dire d'un certain nombre d'impôts, du niveau des charges sociales, ce genre de choses, et les collectivités locales doivent être responsables des politiques de soutien aux entreprises, ce que l'on appelle les politiques de l'offre. Alors évidemment, ça nécessite de l'argent. Et ce que l'on voit bien, c'est que la bonne façon de faire en sorte que ces politiques soient menées correctement avec un coût pour les finances publiques qui soit limité, c'est vraiment d'aboutir à une très très grande clarté en matière de définition des responsabilités et d'affectation des budgets. Et typiquement, on a le choix entre deux modèles, mais il faut choisir très clairement l'un ou l'autre. Soit vous êtes dans le modèle américain d'autonomie fiscale, vous dites aux collectivités locales, eh bien, vous êtes libre d'inventer les impôts que vous souhaitez, de lever les impôts que vous souhaitez, et si vos administrés ne sont pas contents, eh bien c'est simple, ils déménagent et ils vont dans un autre État. C'est un système qui fonctionne, surtout dans un pays dans lequel vous avez une mobilité géographique relativement importante. Ou alors, vous avez l'opposé, mais qui est un système qui fonctionne bien aussi, qui est le système allemand, c'est-à-dire que l'État donne aux lenders des dotations qui sont très stables dans le temps, qui sont même garanties par la Constitution dans le système allemand, et sur des bases qui sont extrêmement simples. Et donc, il faut avoir soit ce système, soit l'autre, et l'organisation des collectivités locales doit être une organisation assez claire, avec quand même quelqu'un qui détient la responsabilité in fine des politiques publiques. Et c'est typiquement ce qui pose problème en France. C'est qu'en France, finalement, quand une région décide de mener, même en partenariat avec d'autres collectivités locales, une politique publique, ça ne se fait pas, ou ça se fait mal, parce que la région n'a pas de pouvoir sur les autres collectivités locales. Donc cette question de coordination, et la question de la coordination est beaucoup revenue ce matin dans le cas du système espagnol, c'est pour ça que j'en parle. Cette question de la coordination me semble tout à fait clé, et au fond, elle est plus importante que le nombre d'échelons administratifs, que le nombre de strates administratives que l'on peut avoir. J'ajoute juste, pour terminer sur cette question des collectivités locales, que la question n'est pas la taille des régions, ni la taille des communautés autonomes. Vous pouvez avoir énormément de régions ou peu de régions, peu importe. Ce qui compte, c'est leur organisation et leur régulation, mais absolument pas la taille. Je voudrais passer maintenant à la question de la santé et de l'hôpital. En Espagne, comme en France, ce sujet est celui qui va sans doute nous occuper le plus ces 15 ou 20 prochaines années. Tout simplement parce que les dépenses de santé vont très rapidement devenir le principal poste des dépenses sociales. Aujourd'hui, c'est les retraites, mais la question des retraites, des pensions, est assez bien maîtrisée. Elle est très simple intellectuellement, au fond. La question des retraites, c'est en fonction d'un état démographique, combien d'années les actifs doivent cotiser. Ça peut poser des difficultés de mise en œuvre politique, mais ça ne pose aucune difficulté intellectuelle. Et d'ailleurs, on voit bien que tous les pays font à peu près la même chose. Dans tous les pays, on allonge la durée de cotisation, on allonge l'âge légal de départ en retraite, et dans le même temps, on met en place des dispositifs de soutien à l'emploi des seniors pour faire en sorte, évidemment, que quelqu'un qui aurait été retraité ne devienne pas un chômeur, ce qui n'a aucun impact du point de vue des finances publiques. La question des retraites n'est pas compliquée. La question de la santé est beaucoup plus importante. Je voudrais déjà vous dire que dans 10 ans, dans les pays développés, les dépenses de santé absorberont à peu près 20% du PIB. Donc c'est quelque chose qui est absolument colossal. Et on ne fera rien contre ça, et c'est même une bonne chose. Et c'est largement lié à cette révolution technologique dont nous avons parlé. Comprenez bien que l'on soigne de plus en plus de pathologies. Comprenez bien qu'il y a des pathologies, je pense à l'hépatite C, que l'on sait aujourd'hui guérir. Que tous les médecins m'expliquent que le cancer est une pathologie que l'on saura guérir complètement à l'horizon de 10 ou 15 ans. Mais pour un coût extrêmement élevé. Et c'est pour cette raison, beaucoup plus que pour les questions de vieillissement de la population, c'est pour cette raison que l'on va avoir ces prochaines années une explosion des coûts de santé. Et si l'on veut que nos États-providence soient capables
d'absorber ces coûts avec ce qui quand même est notre contrat social européen. Et de ce point de vue-là, les Espagnols et les Français ne sont pas si différents. C'est-à-dire essayer de garantir à peu près le même niveau de soins pour tous. Nous avons besoin de réorganisation importante, et notamment de réorganiser l'hôpital. L'hôpital qui, dans tous les pays développés, est le premier centre de coûts. L'hôpital du futur est un hôpital dans lequel vous n'aurez quasiment pas de lit. Et donc l'une des clés pour réorganiser l'hôpital, c'est de faire de l'hôpital ce qu'il est aujourd'hui, essentiellement un lieu d'hébergement, et d'en faire, donc de passer d'un lieu d'hébergement à un lieu de très fort savoir, de très forte concentration technologique. Et ça, évidemment, c'est possible, mais ça demande une gestion des ressources humaines hospitalières qui est très importante, parce que diviser le nombre de lits par 2, ça n'est pas compliqué. Les lits ne font pas la grève eux-mêmes. Ce sont bien évidemment les personnels hospitaliers qui peuvent faire la grève. Et donc, il faut leur proposer autre chose. Il faut leur proposer, par exemple, de travailler dans les services à domicile pour aller s'occuper de gens qui vont être hospitalisés à domicile. Mais ce que vous voyez avec tous ces exemples, et je pense que, et je terminerai par là, c'est la façon dont nous devons le vendre aux opinions publiques. Il faut expliquer aux opinions publiques, parce qu'il faut qu'on embarque les opinions publiques avec nous. Il faut leur expliquer qu'on peut faire de la régulation de la dépense publique en même temps en aidant la croissance économique. Et le tout dernier point, et là je m'arrête vraiment, c'est qu'il va aussi falloir prévoir ces prochaines années un peu plus d'argent public, pour le coup, pour l'Europe, ou plus précisément pour la zone euro. Parce que l'Espagne, comme la France, mais surtout l'Espagne, et les Espagnols ont mieux compris ça que les Français, mais nous avons besoin absolument d'une Europe fédérale, ou plus exactement d'une zone euro fédérale. Et donc nous avons absolument besoin d'un budget, non pas de l'Union européenne, je me moque un peu entre nous du budget de l'Union européenne, il peut diminuer, ce sera mauvais pour les agriculteurs français, mais c'est vous qui irez leur expliquer. Mais nous avons besoin d'un budget de la zone euro. Et ça, il faut que vous et nous, les Espagnols et les Français, on soit en pointe, que l'on fasse des propositions, notamment à nos amis allemands qui sont parfois qui tournent un petit peu autour du pot. Il faut vraiment que nous, on se mette ensemble pour leur expliquer que nous avons absolument besoin de garder un peu d'argent public pour faire ce budget de la zone euro. Merci beaucoup, Nicolás. La verdad es que también un buen repaso sobre lo que podría ser, en este caso, la reforma del modelo de Estado social al que te has referido bajo la calificación de Estado-Providencia, utilizando los términos en sentido estricto, dado que estamos con un profesor y me recuerda a Horsthoff y todo su desarrollo posterior, del que podríamos hablar en su caso luego en el coloquio. Pero me ha parecido especialmente relevante ese recorrido desde la educación hasta las últimas reformas que planteas en el orden político, que deben ser adecuadamente comunicadas, pero con un mensaje último que es el del optimismo. Y un viernes por la tarde el optimismo siempre se agradece. Has dicho que vamos a un escenario de hipercroissance, bien, que nos has puesto la tarea de que hay que hacer una hiperreestructuración. No está mal, pero bueno, por tanto, todo también un reclamo y una tarea très importante pour le domaine politique. Parce qu'il y a une longueur d'effort pour le faire de la politique, pour les gestionnaires publics, pour les législateurs. Nous avons l'honneur de rencontrer aujourd'hui entre nous Yves Sancy, qui est conseiller municipal, qui est député de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la Commission des finances. Secrétaire de la Commission des finances. Donc, vous avez Yves de parler. Merci. D'accord, merci beaucoup. D'abord, bonjour. Je suis vraiment très heureux de me retrouver à Madrid. He estudiado un año en San Sebastián, en País Vasco, en la Universidad de Deusto en Empresariales. Entonces tengo una visión un poco desde España, un poco jesuista, mais je vais quand même parler en français, ce sera plus facile. Je vais faire une introduction également très rapide.
j'ai peur que ça aille un peu... Je vais donner des opinions. Mes collègues, et notamment Nicolas Bouzou et Georges Rivera, ont exposé des faits tout à fait passionnants. Et je suis très heureux de les entendre parce que ça correspond à une réalité plutôt, au fond, optimiste. En tout cas, ce qui est une réalité de défi et qui est une réalité qui ne correspond pas finalement à l'état d'esprit que l'on a dans les débats. Alors je pense évidemment au débat français, mais en ce moment, dans une période où chacun est obsédé par la crise, enfin en tout cas celle dans laquelle on a été plongé à partir de 2008, puis la crise des dettes souveraines et cette obsession de la dette qui correspond à une réalité bien sûr, mais qui dénote un état d'esprit qui d'habitude nous empêche d'envisager assez sereinement toutes les possibilités, surtout de l'avenir. Parce qu'en ce moment, ce qui me frappe, c'est que tout le monde est obsédé par ce qu'on traîne du passé, tout simplement. Voilà. Il faut arriver à régler ce qu'on appelle la dette, ça s'appelle régler le passé. Et je suis convaincu qu'il faut que nous fassions un effort, en tout cas dans nos pays, pour vraiment avoir le courage de regarder l'avenir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, sur le plan mondial, la mondialisation a tendance à faire peur à certains, la globalisation. Vous savez, alors je ne sais pas si c'est exactement le même sentiment dans la vie politique espagnole, j'en ai pas l'impression, mais en tout cas, en France, on a de très forts mouvements de réaction anti-mondialisation. Ce qui est assez surprenant, parce que la globalisation, elle a commencé à se déployer, à s'accélérer il y a 25 ans, et la question, c'est de savoir comment on l'intègre, et évidemment, pas comment on s'isole de cette mondialisation, mais le deuxième point, c'est d'essayer de voir quels sont les aspects positifs. Et dans le monde, que ce soit sur le plan économique, peut-être aussi, contrairement à ce qu'on imagine, sur le plan écologique, et sur le plan humain, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le bilan serait plutôt positif dans cette évolution, que ce soit sur l'élévation du niveau de vie mondial. Contrairement à ce qu'on pense sur la réduction également des inégalités, sur des critères très objectifs. Je pense aux critères, par exemple, nutritionnels pour l'ensemble des populations. C'est très très net. L'évolution est extrêmement positive. Donc, ça veut dire qu'elle sera positive pour la santé. Puisqu'on a parlé d'éducation, l'évolution est également extrêmement positive. Il y a beaucoup de sujets comme ça qui peuvent nous rendre très optimistes. Il apparaît que l'Europe, et en Europe, particulièrement la France, ne suivent ni les mouvements de croissance, ni les mouvements finalement de régulation de l'égalité, et parfois d'amélioration également du cadre de vie que l'on peut assister dans le monde. Et pour moi, c'est ça qui est inquiétant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas être optimiste, ça veut dire que l'enjeu est évidemment très fort. Mais par contre, ça pose des questions sur nous-mêmes. Si on considère que, et là je rebondis, mais sans le détailler parce qu'on ne va pas se répéter sur ce qui a été dit tout à l'heure, un changement radical, au-delà de ce que tout le monde peut imaginer, que nos enfants comprennent mieux que nous, d'ailleurs, sur les changements de mode de vie. Bien sûr, ce à quoi on pense le plus facilement, c'est le multimédia et ses conséquences, mais également, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur les biotechnologies qui développent de nouveaux paradigmes que même quand on a 40-50 ans, on n'a pas. Voilà, parce que très, très rapidement, 98% de ce qui va structurer nos modes de vie n'existe probablement pas encore, et ça va se passer dans 10 ans. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation, développement extrêmement positif, je pense au MOOCs par exemple, où aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui suivent en direct et gratuitement des cours de Harvard. Alors que l'université française, il n'y a pas si longtemps, c'était des inscriptions, une sélection très forte et surtout pas accès à des salles de 3e cycle qui ne devaient pas dépasser les 15 élèves, par exemple. Donc ça, ce sont des changements radicaux qui bouleversent les systèmes économiques. Je sais que Nicolas Bouzou avait évoqué ces maisons chinoises
qui sont fabriqués à partir d'imprimantes 3D à 3 500 € la maison, ce qui est un début de bouleversement inouï. Quand on parle de notre propre avenir, il ne faut pas oublier que la Chine, puisqu'on en parle, est devenue très clairement, en 2014, la première puissance économique mondiale. Alors elle le refuse. Elle a refusé le trophée, quelque part. Parce que c'était prévu en 2020. Et aujourd'hui, les Chinois s'emploient à démontrer qu'en réalité, leur croissance, elle n'est pas véritablement aussi forte que ça. Parce qu'ils ne veulent pas trop vite s'imposer. Ils sont à la tête d'un bolide dont ils essayent de trouver quelque part un peu les freins, les modes de sécurité, alors que nous, on essaye de voir comment on peut essayer de démarrer les choses. Donc ce sont des états d'esprit totalement différents. La particularité de la France dans cet univers-là, pour moi, il ne s'agit pas de le démontrer, je l'affirme, mais on en rediscutera tout à l'heure, c'est l'obsession de l'État. C'est-à-dire que nous, en France, c'est l'État, puisqu'on va parler d'impôts et de dépenses publiques, l'État dévore l'impôt. Voilà. Et depuis la crise de dette souveraine, c'est devenu pire, puisque même les quelques réformes que nous avions déjà faites, il y en a eu. Mais si je prends l'exemple, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, les réformes de la décentralisation, par exemple. Centralisation, très intéressant, et puis on dit, et après ? Après, on doit arriver, après avoir mis en place une première phase et une deuxième phase de décentralisation, destinée à, il faut être clair, destinée à revivifier l'ambiance du pays, parce que la France est un pays extrêmement centralisé. On dit, après, il faut trouver des modes d'efficience dans la gestion publique. Et donc savoir comment on peut réfléchir sur véritablement les transferts de compétences, comment on fait pour créer de la valeur ajoutée, etc. Mais depuis que la crise nous est tombée sur la tête, comme le ciel, l'obsession, c'est uniquement de faire des économies. Et donc il n'y a plus aucune intelligence pour dire exactement comment on peut arriver dans le détail à réformer, dans quel objectif de création de valeur ajoutée, d'accroissement des performances et d'accroissement de l'innovation. Et notre problème, je pense qu'il est véritablement là. Sur le plan financier, vous le savez ou non, mais nous avons mis en place il y a quelques années, une toute petite dizaine d'années, ce qu'on appelle la LOLF, la loi organique de loi de finances à l'Assemblée nationale, qui est censé avoir transformé le mode de gestion de l'État qui fonctionnait dans une logique de moyens vers une logique de destination et de résultats. Mais c'est une évolution qui est quand même très lente. La réalité, c'est que aujourd'hui, quand je disais que l'État dévore l'impôt, les chiffres ont été donnés déjà, je crois, ce matin. La France est un des pays où, d'ailleurs le pays au monde pratiquement où la dépense publique par l'habitant c'est le plus élevé. On pourrait penser que, puisqu'il devrait y avoir une corrélation entre la dépense publique et la croissance, on devrait penser qu'on ait une croissance exceptionnelle. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus on a un taux de chômage qui est également record. Donc il y a véritablement un problème là-dessus. Et ce matin, on parlait beaucoup, et on va peut-être en reparler maintenant, du niveau de l'impôt. Alors bien sûr qu'il y a des seuils insupportables probablement, l'impôt tue l'impôt, et on le voit aujourd'hui en France, on a évoqué l'impôt sur les sociétés, plus il est augmenté, moins on en récupère. La TVA, plus elle augmente, moins on en récupère. Il nous manque un tiers de TVA aujourd'hui par rapport à ce qui avait été imaginé alors qu'elle a été augmentée. Et je crois que, bien sûr, il y a ce niveau qui est trop important, mais surtout, si je prends par exemple l'impôt depuis en gros 2011 en France, on a payé à peu près 60 millions d'impôts supplémentaires. Alors je suis contrôlé par des universitaires, mais la question c'est pourquoi faire ? Et donc, puisqu'on parle d'impôts et d'investissement, je suis persuadé que la vraie question, ce n'est pas le niveau d'impôt qu'on doit payer, c'est exactement pourquoi faire. Et si vous voulez, les entreprises, les salariés, les entrepreneurs, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux ne peut pas comprendre de payer de l'impôt simplement pour nourrir la machine de l'État, sa masse salariale,
un mode de fonctionnement qui est censé plutôt complexifier les choses, etc. etc. Voilà. Et donc la vraie question aujourd'hui, elle est là, et à savoir si l'État peut avoir un investissement productif, je suis convaincu que oui, bien sûr. Il y a un concept qu'on appelle la formation brute de capital fixe, par exemple, qui permet de mesurer la quantité, mais aussi la qualité des actifs de l'État. Pourquoi pas actifs matériels, immatériels, et également sa capacité d'ingénierie et à se mettre au service, finalement, de la création de valeur ajoutée d'un pays. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là parce que je crois que chacun est obsédé par la protection, par le principe de protection. Et pour finir, parce que je ne veux pas être trop long, le principe de protection, il s'oppose au principe de risque. Nous sommes dans des pays où le risque est devenu un objet de phobie. Et or, il n'y a pas de création de valeur ajoutée sans prise de risque. C'est le risque qui définit le montant de création de la valeur ajoutée. Tous les financiers le savent. C'est peut-être pour ça que certains candidats à la présidence de la République française disent haïr la finance, d'ailleurs. Mais sans prise de risque, il ne peut pas y avoir de création de valeur ajoutée. Donc il faut respecter ce risque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour ce qui est de la protection, je suis... Arrêtez-moi quand vous voulez, parce que sinon... mais je suis tellement d'accord sur l'enjeu de l'assurance maladie, ou globalement de la protection maladie. Je pense quand même qu'elle est indissociable de la question du grand âge, parce que la maladie et le financement de la protection de la santé, qui va nécessiter aussi de très grandes réformes, va de pair avec la prévention. Et là aussi, si on doit prendre des exemples, on peut très bien imaginer que dans quelques années, on vive tous très vieux et en très bonne santé, parce qu'on aurait eu une très bonne couverture en prévention, mais que la fin se passe très mal. Voilà, la dernière année. Et qu'on soit très entouré cette dernière année. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix, tout simplement. Et là, honnêtement, moi, tous les débats que j'entends et tous les débats auxquels je participe, au fond, presque tout le monde est d'accord sur les solutions. Et la vraie question, elle est dans la capacité d'acceptation, on va dire, psychosociale, qui est un domaine qui est très important, sur lequel on fait un déni total. Mais il ne suffit pas d'apporter des questions techniques, puisqu'on est face véritablement à des peurs, pas simplement à des noyaux d'intérêt qui se protègent. C'est vrai que ça existe, mais ça c'est facilement solutionnable. Mais on est face à des peurs qui sont relativement irrationnelles et qu'il est possible de surmonter si on est capable d'être très ouvert sur le management de ces peurs et de ces phobies, j'en suis sûr. Exactement comme dans une entreprise. Une entreprise qui doit gérer un changement. Elle a plein de façons de le faire. Mais on sait très bien que la gestion du temps du changement, elle nécessite un investissement très très puissant dans le management, dans la formation et dans l'accompagnement. Et on a l'impression que dans nos sociétés, alors d'abord françaises, parce que l'Allemagne réussit pas mal sur ce plan-là, mais peut-être aussi, en tout cas dans les sociétés qui sont à la traîne de cette croissance et de cette globalisation mondiale, on manque vraiment de réflexion là-dessus. Merci. Voilà. Muchas gracias, Gracias. diputado Sancy. En el conjunto, visto en su globalidad, las sesiones de esta mañana y esta tarde, al final parten de un escenario muy amplio: gasto público, sistema impositivo, modelo de crecimiento, al que el secretario de Estado de Administración Pública esta mañana planteaba una pequeña enmienda de orden de los factores en el conjunto, sin cuestionar para nada la pertinencia de la formulación, pero visto en la distancia del transcurso de la jornada, creo que el orden, que me permito decir, me parece especialmente adecuado. Al final se concluye que efectivamente hay que disminuir el gasto público, que el sistema impositivo no solo es la estructura jurídica, sino el conocimiento de la realidad sobre la que se proyecta, lo que llamamos técnicamente las bases del gravamen,
y que finalmente en el crecimiento, que es la sustancia del cambio de modelo y el acertar hacia dónde dirigir y en dónde enfocar los vectores de ese crecimiento, hay que elegir. Por tanto, hay una dimensión de gestión política, una inspiración desde el punto de vista de los principios de la reforma de pensamiento intelectual, pero el liderazgo político y la voluntad de llevarlo a cabo parecen también determinantes.